Naïve qu'on aurait traîné dans un endroit inconnu. Non, la vérité est bien plus sombre que ça. La vérité, c'est que je suis allée sur cette île de mon plein gré. Je n'avais pas besoin d'argent. Je n'étais pas une fille pauvre cherchant à échapper à une vie difficile. Ma famille l'était aisée, et c'est peut-être ça qui m'a rendue stupide. J'avais un âge bête, un âge où une fille croit que le monde entier est une expérience à vivre, et que l'erreur n'est qu'un chapitre amusant à raconter plus tard. Quand l'invitation est arrivée avec mes amis, j'ai vu ça comme un voyage de luxe, une soirée d'élite, une chance d'entrer dans un monde réservé à quelques privilégiés. J'y suis allée en riant, en préparant mes robes de soirée, en m'imaginant faire la fête avec des gens que des millions ne rêvent même pas de voir de loin. Pas une seconde je n'ai pensé que je payais mon billet d'entrée pour une prison déguisée en palace. Le choc que j'ai reçu à la porte, je ne l'oublierai jamais. Toutes les paillettes que je voyais sur Internet sont tombées en un instant. J'ai commencé à voir des petits détails, sales, déformés, des détails que seuls ceux qui se tiennent au cœur de la pourriture remarquent. Les regards des gens entre eux n'étaient pas des regards de fête, c'étaient des regards de possession. Le calme n'était pas un calme de luxe, mais un calme de surveillance. Et là, à ce moment-là, j'ai compris une chose. Je n'étais plus la fille qui connaissait sa valeur. Je n'étais plus une fille gâtée venue passer des vacances. J'étais autre chose. Un plat soigneusement poli pour être servi sur une table de monstres insatiables. C'était ma curiosité qui m'a menée, et c'était mon désir de plaisir qui m'a fait tomber entre les mains des hommes les plus sales. Je pensais vivre une nuit comme dans les films de l'élite, mais je me suis retrouvée dans un cauchemar sans fin. Un cauchemar que j'ai payé de mon âme avant mon corps. Wow. La première nuit là-bas n'était pas qu'un simple début. C'était la gifle violente qui m'a réveillée de toutes mes illusions et a déchiré l'image rose que j'avais apportée. Soudain, sans aucun préambule, la musique a disparu, les rires se sont évanouis et l'endroit s'est transformé en une sorte de caserne militaire austère recouverte de marbre et d'or. On m'a demandé de me diriger vers une certaine chambre. Elle était très froide et son éclairage blanc si cru qu'on avait l'impression d'être sous un microscope qui examine ton intérieur avant ton extérieur. Là-bas, j'ai vécu la pire situation qu'une femme puisse connaître. On m'a dit froidement qu'il y avait des procédures de routine, en fait un examen médical humiliant. Ils voulaient me traiter comme une marchandise à inspecter avant de la mettre en rayon. À cet instant, mon sang a bouilli et la fierté héritée de ma famille a explosé. Je n'ai jamais accepté d'être en position de faiblesse, ni laissé quiconque m'y mettre. J'ai jeté la robe à leur visage en criant « Je suis invitée ici, pas une marchandise à examiner ». Le silence envahit la pièce. Les infirmières et les filles se sont figées, comme si le mot « non » n'avait jamais été prononcé sur cette île. Et là, il est apparu, Jeffrey Epstein. Il est entré avec un calme terrifiant, mains dans les poches, me détaillant de la tête aux pieds. Il n'était pas en colère, au contraire. J'ai vu une lueur étrange dans ses yeux, le regard d'un homme face à un défi excitant, un défi qu'il veut briser lentement. Il s'est approché tout près et a dit à voix basse « Tu sais où tu es ? Ici, il n'y a pas d'invités. Ici, il y a ceux qui donnent les ordres et ceux qui disparaissent. » Franchement, je n'ai pas baissé la tête. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Je n'avais pas peur. Mais le dégoût, la colère et la tension de cet instant étaient notes et suffocants. Il n'a pas ordonné mon expulsion comme je l'espérais, mais qu'on m'emmène dans une autre pièce. C'était une chambre ordinaire, pas une prison, mais elle me donnait l'impression d'être enfermée dans une cage de soie. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et une femme est entrée. C'était la première fois que je voyais Ghislaine. Dès son entrée, j'ai compris au regard de tous qu'elle était celle qui décidait. Le cerveau derrière toute cette horreur. Son ton était violent et tranchant. Elle s'est approchée et m'a dit avec un mépris flagrant « Tu es ici parce qu'on l'a voulu et nos règles ne se brisent pas. Soit tu te soumets, soit tu regretteras de n'être né. » Je n'ai pas non plus baissé la tête devant elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux et lui ai dit « Ta menace ne me fait pas peur. Je ne me soumets pas à des gens comme toi. » Elle était furieuse et ordonna aux gardes de m'emmener et de me jeter dans une pièce isolée. C'était une chambre d'hôtel luxueuse, mais en réalité c'était une prison sans barreaux. Elle voulait se débarrasser de moi immédiatement et voulait que ma punition serve de leçon aux autres filles. Mais la surprise qui fit taire tout le monde fut la réaction d'Epstein lui-même. C'est lui qui a tout arrêté. Il n'était pas habitué à ce qu'une fille refuse ses ordres ou le confronte avec une telle audace.
Au lieu de la colère, j'ai vu dans ses yeux une curiosité terrifiante. Il refusa de me punir à la stupéfaction de tout son équipage et décida de me garder dans cette pièce sous surveillance. À ce moment-là, j'ai compris toute la vérité. C'était devenu un pari personnel pour lui. Il ne voulait plus seulement mon corps, il voulait briser cette âme qui avait osé dire non dans son royaume fortifié. Ils m'ont enfermé dans cette chambre 3 jours et 3 nuits, 3 jours sans nourriture, sans réponse, sans fenêtre pour savoir si le jour était passé ou si la nuit était revenue. Je n'entendais que des bruits de pas dans le couloir, des voix de garde dont je ne voyais pas les visages, et des menaces délibérément lancées à travers la porte pour me rappeler que j'étais complètement seule. L'objectif était clair, briser ma volonté et me dompter, ni plus ni moins. Il voulait me vider de mon orgueil, comme on vide une arme de sa force avant de la confier à son propriétaire. Le 3e jour, la porte s'est ouverte. Maxwell est entrée, et dès qu'elle s'est tenue devant moi, j'ai compris pourquoi tout le monde la craignait plus qu'Epstein lui-même. Elle me regardait avec un regard de pitié. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'avait pas besoin de crier, mais a dit une phrase qui a glacé le sang dans mes veines. Elle a dit « Cette beauté peut s'effacer en un instant. Un seul moment suffit pour faire du miroir ton pire ennemi. » C'était une menace d'anéantir ton existence de femme si je ne me taisais pas et ne me soumettais pas aux règles de l'île. À ce moment-là, et pour la première fois, j'ai ressenti une vraie peur. J'ai compris que l'entêtement face à ces monstres signifiait la fin et que si je voulais survivre, je devais choisir, mourir debout ou plier un peu pour vivre un jour de plus. J'ai décidé de plier, pas par humiliation, mais par stratégie. Je savais que la soumission apparente était la seule façon de voir ce qui se passait derrière le rideau et de comprendre ce monde corrompu dans lequel j'étais tombée. Puis vint le jour du test, le jour où ils décident si tu es apte à intégrer leur système ou si tu seras enterré dans le silence. Ils ont ouvert la porte et m'ont sorti de la pièce. Ils m'ont donné une robe voyante, m'ont demandé de sourire, de marcher avec assurance, de faire comme si j'étais l'une des leurs. Je suis entrée dans la grande salle et Epstein trônait au fond comme un roi surveillant ses sujets. Quand il m'a vue, j'ai vu dans ses yeux ce plaisir écœurant, le plaisir du chasseur qui voit sa proie rebelle assise à ses pieds. Le test était brutal. Wow. Je devais supporter son regard, ses caresses empoisonnées, et ses mots qui dégoulinaient de supériorité. Il se délectait de ma soumission, observait comment je baissais la voix, comment j'exécutais les ordres machinalement. Autour de lui, tout le monde souriait, persuadé d'assister à un dressage réussi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque instant de soumission que j'affichais ne faisait qu'augmenter ma haine pour eux, et chaque sourire que je dessinais n'était qu'un masque cachant un volcan qui explosait en silence. J'apprenais, j'observais, je rassemblais les petites pièces d'un tableau plus grand. J'ai réussi le test et gagné leur confiance. Je suis même devenue la plus proche d'Epstein lui-même. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'entrer dans ce cercle n'était pas la fin du calvaire, mais son début. Car ce que j'allais voir ensuite était inimaginable pour un être humain. Epstein ne faisait confiance à personne, mais il adorait la victoire. Et comme j'étais la fille qui lui avait dit non au début, puis s'était pliée devant son pouvoir, il voyait en moi la preuve vivante de sa grandeur. Il a commencé à m'emmener à ses réunions privées, pas comme partenaire, mais comme ornement silencieux. Mais c'est justement ce silence qui m'a donné l'arme la plus puissante que j'avais là-bas. Des oreilles qui entendent tout. Dans ces pièces fermées, les masques tombaient complètement. Je voyais des hommes en costume impeccable, portant les mallettes diplomatiques les plus importantes, se comporter derrière les portes comme des enfants apeurés. Ce n'était pas que des caprices comme les gens le pensaient, mais des échanges portant sur des choses bien plus importantes. J'ai vu comment Epstein collectait les informations comme un chasseur traque sa proie. Il souriait en notant chaque murmure, chaque faux pas, pour les transformer en chaînes autour du cou de ceux qui dirigent le monde. Mais le vrai supplice n'était pas la cruauté, c'était cette responsabilité sordide qu'ils m'ont imposée. Avec le temps, ils m'ont demandé d'accueillir les nouvelles invitées. Je devais regarder dans les yeux des filles, venues avec la même curiosité que moi, leur offrir un sourire rassurant, alors que je savais exactement ce qui les attendait derrière ces portes blanches. J'avais l'impression de devenir peu à peu une version miniature de Maxwell. Je pleurais en secret chaque nuit, dégoûtée de moi-même avant même de l'être d'eux. Mais je savais que reculer maintenant signifiait ma fin. Je devais m'enfoncer encore plus dans la boue pour trouver où se cachait la bouée de sauvetage. Ce n'était plus une question de survie, mais de transformation totale. Il prenait plaisir à me voir changer. Il observait le refus disparaître de mon visage, remplacé par cette froideur qui caractérise les habitants de l'île. Il me faisait confiance dans ses appartements privés, non par amour,
mais parce qu'il pensait me posséder, que mon ancienne fierté était enterrée sous la poussière de cette chambre où il m'avait enfermée. Mais le vrai tourment n'était pas dans les grandes scènes, mais dans les détails quotidiens. Je devais marcher à ses côtés, en entendant des cris étouffés dans les couloirs, comme s'ils faisaient partie des murs. Je devais apprendre à préparer les demandes spéciales des invités, organiser les dossiers, et m'assurer que chaque caméra cachée fonctionnait sans erreur. J'ai vu ces écrans. J'ai vu comment les hommes les plus puissants du monde devenaient des êtres serviles dès que la porte se fermait, et comment Epps brillait derrière ces écrans en tirant leurs ficelles comme des marionnettes. Le moment le plus dur fut quand on m'a demandé de former une fille qui me ressemblait d'il y a quelques mois, avec une curiosité naïve dans les yeux et une confiance qui criait qu'elle ne céderait pas. Je lui ai souri, je lui ai dit que tout irait bien, mais quelque chose en moi se brisait, car je me voyais en elle, et je voyais le feu vers lequel je me dirigeais seule. À ce moment-là, je me détestais plus que je ne détestais Epstein et Maxwell réunis. J'avais l'impression que mon âme était déjà morte. Je bougeais comme une machine, regardant ce monde sordide engloutir tout le monde. Mais c'est cette plongée dans la boue qui m'a fait voir les premières failles, comprendre les faiblesses et réaliser que ce système, malgré sa puissance, repose sur des secrets. Des secrets qui, s'ils sortent au grand jour, feront exploser l'île et tous ceux qui s'y trouvent. J'attendais une seule chance, une faille, pour récupérer quelque chose de moi-même, même au prix de ma vie. Un jour, Epstein m'a demandé de trier des papiers avant une petite réunion. C'était une tâche routinière que j'accomplissais sans réfléchir, juste pour rester proche de lui et garder sa confiance. Mais en triant les papiers machinalement, mon cœur s'est arrêté. J'ai vu mon nom, oui, mon nom écrit clairement dans des dossiers internes dont j'ignorais l'existence. Ce n'étaient pas de simples données, c'étaient des évaluations personnelles et terrifiantes. C'était écrit à côté de mon nom. Commence par le rejet et la rébellion, puis se soumet lentement. Peut-être converti progressivement, sa loyauté finale doit être testée dans les semaines à venir. À cet instant, j'ai senti comme de l'eau glacée couler dans mon dos. J'ai réalisé que chaque geste, chaque larme versée, chaque mot non crié était observé, analysé et consigné dans un dossier. J'ai compris au contexte qu'il me préparait pour quelque chose au-delà de cette île. J'ai compris que l'île n'était pas la fin, mais seulement la première étape d'un système bien plus vaste. Cela signifie que ma sortie d'ici, si je sors, ne me ramènera pas à mon ancienne vie, mais me poussera dans un autre système plus profond et plus complexe. J'ai ressenti une terreur que je n'avais jamais connue. Certes, l'île était une prison, mais au moins c'était une prison dont je connaissais les limites et la géographie. L'endroit où il pourrait m'envoyer pourrait être une prison sans mur, une vraie prison inévitable. C'est alors seulement que j'ai compris que la vraie chute n'était pas cette nuit où je suis arrivée, ni les humiliations subies les premiers jours. La vraie chute était le moment où j'ai découvert qu'il dessinait mon avenir sans moi, et que j'étais devenue une propriété privée qu'on déplace d'un endroit à l'autre, comme un meuble. Je suis sortie de cette pièce en tremblant. Tout mon corps tremblait. Je ne pouvais plus contrôler ma respiration. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous moi, que le silence choisi comme masque ne suffisait plus. Le temps filait. Chaque heure me rapprochait de ce destin tracé dont je ne savais rien. J'ai vécu les jours suivants dans un désespoir mortel. Je marchais parmi eux en souriant, mais à l'intérieur je hurlais. Je regardais Epps et Maxwell, me demandant combien de filles avant moi avaient lu ce dossier. Combien avaient disparu dans ce système plus profond, sans que le monde n'en sache rien. Le désespoir rongeait mon âme. Et pour la première fois je me sentais totalement piégée, non par des murs, mais par un plan bien plus grand que moi et toute ma vie. Après ça, je n'ai plus eu peur de la même façon. J'en suis arrivée à un point où survivre n'avait plus aucun sens. Je sentais que si je restais silencieuse, je deviendrais une ombre vivant dans leur système pour toujours, et si j'essayais de m'opposer, ce serait peut-être ma fin. Le désespoir m'a donné une certaine force, je n'avais plus rien à perdre. Quelque chose s'est passé en moi, quelque chose d'inexplicable. C'était une grande soirée, l'île grouillait d'invités que je n'avais jamais vus, et soudain, sans réfléchir, j'ai explosé. Je me suis levée au milieu de la salle devant tout le monde et j'ai crié de toutes mes forces. J'ai tout dit, je leur ai crié leur saleté,
qu'ils n'étaient que des bêtes derrière des masques de noblesse. Mon cri était celui de toutes les filles brisées dans ces couloirs. C'était un cri de rage étouffé par le silence pendant des années. Je n'ai rien gardé dans mon cœur sans le dire. J'ai parlé de l'examen humiliant, des chambres froides, de l'horreur vécue chaque nuit pendant qu'ils trinquaient à leur succès. Les gardes ont tenté de me faire taire, mais j'étais comme une folle, me déplaçant parmi eux en les pointant un par un. J'ai vu la peur dans les yeux d'Epstein, pas de moi, mais que la vérité soit révélée à ses invités dans un moment de folie. Mon cri était celui de chaque fille dont la voix était prisonnière de ces couloirs. À cet instant, je parlais au nom de centaines de personnes. Ils m'ont puni d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Il n'y avait plus de chambre d'hôtel ni de soie. Ils m'ont jeté dans une tombe souterraine, une vraie prison sans soleil, où régnait humidité, obscurité et torture psychologique sans fin. Ils voulaient briser ma volonté. Ils voulaient que j'oublie jusqu'à mon nom. Après quelques semaines, ils m'ont dépouillé de tous mes faux titres et m'ont fait travailler avec les domestiques à la cuisine et au ménage. Il m'était interdit de lever la tête ou de regarder quiconque en face. Je vivais comme une ombre, travaillant jusqu'à ce que mes mains saignent, tandis qu'Epstein passait près de moi comme si j'étais un insecte ne méritant même pas d'être écrasé. Mais l'état des ténèbres ne dure qu'une heure. Un matin, à l'aube, on s'est réveillé avec des bruits qu'on connaissait pas. C'étaient pas les yachts des invités, mais des hélicos et les gardes qui criaient partout. C'était le jour où ils ont arrêté Jeffrey Epstein. J'ai vu le chaos envahir cet endroit qui était blindé comme une forteresse. J'ai vu Maxwell qui essayait de se barrer en fringues toutes simples et délavées, sans plus aucun pouvoir. Et j'ai vu ce moment que le destin attendait depuis si longtemps. Epstein menotté, traîné comme un criminel en cavale, la tête baissée. À ce moment-là, un truc bizarre s'est passé. Les domestiques, les cuistots, et même certains gardes qui faisaient en genre d'être proches d'Epstein et ses complices, ils étaient contents de son arrestation. Les vraies âmes et les vrais visages sont apparus ce jour-là. Il y avait une joie silencieuse, des larmes de soulagement, comme si une montagne de péché s'était enlevée de nos poitrines. J'étais pas le seul à être libéré. L'île entière respirait enfin. Je suis sorti de ce bâtiment, j'ai marché sur le sable en regardant l'horizon. Le royaume est tombé, et mon cri cette nuit-là reste la preuve que la vérité meurt jamais, et que ce qu'on a de plus précieux, c'est pas l'argent ni la beauté, mais ce mot